Je suis Élise Dubois, et je ne peux en parler que parce que la vérité a éclaté avant que tout ne s'effondre irrémédiablement. Cela a commencé lorsque mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma sœur, Chloé. L'écran affichait ces mots sur une seule ligne qui m'a serré la poitrine, comme si quelqu'un avait retiré le sol sous mes pieds. Elle écrivait « J'ai supprimé ta candidature à l'école de médecine parce que maintenant tu ne peux plus rivaliser avec moi. » L'assurance dans sa voix résonnait dans mon esprit pendant que je fixais le message, incapable de croire qu'elle irait si loin simplement pour me devancer. J'ai à peine eu le temps de respirer avant que mon téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, c'était la doyenne de l'école de médecine à laquelle j'avais postulé. L'appel semblait irréel, comme si le monde avait basculé sans prévenir. La doyenne a dit « Nous avons vérifié les journaux du système. Vous avez été accepté avec une bourse complète. » Je n'ai pas pu répondre avant qu'elle ne continue avec une autre phrase qui a tout changé. Elle a dit « Votre sœur est mise sur liste noire par toutes les écoles de médecine, avec effet immédiat. » Le choc est arrivé par vagues lorsque j'ai appris que la lettre d'acceptation de Chloé avait été révoquée alors qu'elle faisait la fête avec des amis. Ce fut le moment où j'ai réalisé que l'histoire avec laquelle je vivais depuis des années était sur le point de se dénouer d'une manière à laquelle aucune de nous ne s'attendait. J'ai donc décidé de finalement dire la vérité sur ce qui s'est passé et pourquoi ce désastre n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous voulez suivre ce parcours et comprendre comment tout en est arrivé là, assurez-vous de rester avec moi, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre. Mes premiers souvenirs portaient toujours une conscience tranquille de ma place dans ma propre maison. Et cette conscience s'est accentuée chaque année d'une manière que je ne pouvais ignorer. Même lorsque j'essayais de me faire toute petite pour échapper à l'attention, ma mère, Nathalie, indiquait clairement par d'innombrables choix que ma sœur, Chloé, méritait d'être au centre de l'attention, surtout pendant les moments qui façonnaient le rythme quotidien de notre famille. Le schéma n'est jamais apparu avec des déclarations dramatiques, puisqu'il a émergé à travers des actions subtiles qui se sont accumulées jusqu'à devenir impossibles à mal interpréter. Et j'ai appris à naviguer dans la maison avec des pas prudents pour éviter de devenir un inconvénient. Mon père, Marc, remettait rarement en question ce déséquilibre parce qu'il croyait que le silence préservait la paix. Pourtant, son silence n'accomplissait rien au-delà de renforcer l'idée que les désirs de Chloé comptaient plus que toute explication que je pourrais tenter d'offrir. Que nous soyons en désaccord sur de simples décisions ou sur des questions plus personnelles, Chloé bénéficiait toujours du bénéfice du doute, et je comprenais que papa se retirerait de la conversation au lieu de remettre en question sa version des faits. Son évitement créait une atmosphère où le conflit ne se résolvait jamais parce que l'issue était prédéterminée bien avant que quiconque n'ouvre la bouche. J'ai ressenti le poids de cette réalité même lorsque j'étais trop jeune pour l'articuler. Le contraste dans la façon dont nous étions traités est devenu plus visible une fois que les responsabilités scolaires sont entrées en jeu, car je devais gérer la plupart de mes besoins académiques sans attendre de permission ou de soutien. Chloé recevait de nouvelles fournitures, une aide supplémentaire et des encouragements chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés, tandis que j'apprenais à optimiser chaque ressource et à résoudre les problèmes discrètement pour éviter d'entendre que mes préoccupations n'étaient pas urgentes. Bien que maman ait insisté sur le fait qu'elle voulait que les deux filles réussissent, ses actions reflétaient rarement ses affirmations, et j'ai réalisé que compter sur moi-même garantissait moins de déception. Cela m'a façonné en quelqu'un qui vérifiait 2 fois chaque devoir, organisait chaque emploi du temps et traversait la confusion seul parce que s'attendre à une attention équilibrée semblait irréaliste. Au fil du temps, j'ai développé l'habitude de retenir toute réussite susceptible d'attirer une attention inutile, surtout les réalisations qui risquaient de créer des tensions avec Chloé. Partager de bonnes nouvelles entraînait souvent des comparaisons qui minimisaient mes efforts, et je préférais protéger mes progrès de la critique plutôt que de forcer l'enthousiasme de personnes qui avaient déjà choisi leur préféré. Chloé n'a jamais eu besoin de cacher ses victoires car maman célébrait chaque étape avec un enthousiasme qui remplissait toute la maison, et ces célébrations s'accompagnaient souvent de commentaires suggérant que je devrais envisager de suivre son exemple. La suggestion semblait toujours inoffensive en surface, mais elle portait l'implication que mon propre chemin manquait de valeur à moins qu'il ne ressemble au sien. De petites interactions révélaient la profondeur de notre division plus clairement que les événements majeurs, car les routines quotidiennes exposaient des différences qui semblaient ancrées dans le fonctionnement de notre famille. Chloé levait rarement le petit doigt pour accomplir les tâches ménagères, à moins que quelqu'un ne le lui rappelle, tandis que je m'occupais des tâches sans y être invité pour éviter les accusations de ne pas contribuer. Lorsque les décisions impliquaient des privilèges partagés, comme choisir des activités de fin de semaine ou inviter des amis, les préférences de Chloé façonnaient le résultat final, même lorsque j'exprimais des alternatives, et maman considérait rarement si le plan me convenait aussi.
Ces moments s'accumulaient comme des confirmations silencieuses que mon confort était classé plus bas, quelle que soit la rationalité de mes suggestions. Un souvenir en particulier a solidifié l'idée que ma voix avait peu d'influence. Lors d'une conversation au dîner, Chloé m'a blâmé pour un malentendu impliquant un projet scolaire sur lequel nous avions toutes les deux travaillé séparément, et son accusation a déformé la séquence des événements d'une manière qui plaçait la responsabilité entièrement sur mes épaules. J'ai essayé de clarifier ce qui s'était réellement passé, mais maman m'a interrompu avant que je puisse finir, insistant sur le fait que Chloé ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi mineur. Papa a baissé les yeux sur son assiette pour éviter de participer, et j'ai réalisé qu'aucune explication ne changerait leur perception. J'ai ravalé ma frustration parce que continuer la discussion semblait inutile, et ce moment m'a appris le peu de place qu'il y avait pour ma perspective au sein de la structure de notre famille. 2 ans avant le début de la saison des candidatures, un changement subtil dans ma routine a mis tout en mouvement. J'avais rejoint un programme d'excellence STIAM au collège communautaire, et l'une des instructrices invitées s'est présentée comme une mentor nommée Dr Sophie Leclerc. Elle dégageait une confiance calme qui attirait les étudiantes vers elle. Pourtant, elle était assez perspicace pour remarquer un effort discret bien avant qu'il ne produise des résultats visibles. Au cours d'une séance de laboratoire, elle s'est arrêtée à ma station, a étudié les notes que j'avais disposées autour du microscope et a posé quelques questions précises qui révélaient à quel point elle avait suivi mes progrès de près. Son attention m'a surprise car la plupart des adultes autour de moi reconnaissaient rarement mon travail, sauf s'il était lié à des tâches à la maison. Mais elle se concentrait sur les choix que je faisais plutôt que sur le bruit autour de moi. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine lorsqu'elle a expliqué pourquoi certains détails de mon rapport démontraient le genre de discipline requis pour la formation médicale. Dr Sophie Leclerc m'a invité à rester après les cours pour une conversation sur les objectifs à long terme, et je me suis retrouvé à parler librement d'une manière qui me semblait nouvelle. Elle écoutait les bras détendus contre le bureau et demandait ce que je voulais, plutôt que ce que ma famille préférait. La question a créé un silence inattendu parce que j'avais répondu en fonction des attentes des autres pendant si longtemps que j'avais du mal à former une pensée qui n'appartenait qu'à moi. Quand elle m'a encouragé à bâtir un profil académique indépendant, j'ai senti qu'elle m'offrait la première véritable permission que j'ai jamais reçue d'imaginer un avenir qui ne tournait pas autour des politiques familiales. Ces encouragements sont restés dans mon esprit pendant le trajet en bus vers la maison, façonnant des idées qui n'avaient jamais été autorisées à prendre forme. Chloé a remarqué le changement avant que je ne le comprenne pleinement. Les moments qui se déroulaient auparavant sans tension ont commencé à prendre un nouvel aspect lorsqu'elle a réalisé que je passais plus de temps à étudier qu'à essayer de ne pas gêner. Elle posait des questions sur les devoirs avec un ton trop décontracté, ses yeux cherchant tout signe que je pourrais réduire la distance qu'elle croyait lui appartenir. Les compliments des enseignants ont accentué le changement parce que Chloé se raidissait chaque fois que quelqu'un décrivait mon travail comme prometteur. J'ai essayé de l'ignorer. Pourtant, ses réactions révélaient une peur qu'elle n'avait jamais admise. Elle avait supposé qu'il y aurait toujours un espace entre nous parce que j'étais la silencieuse, et sa certitude a commencé à se fissurer lorsque d'autres adultes ont reconnu mon potentiel. À la maison, mes parents ont continué les schémas qui étaient en place depuis des années. Ils planifiaient des activités de fin de semaine centrées sur les compétitions de Chloé et s'arrêtaient rarement pour demander si j'avais besoin de transport pour des réunions de programme ou des heures de bénévolat. Les conversations autour de la table du dîner tournaient souvent autour des objectifs de Chloé, tandis que mes mises à jour atterrissaient doucement et s'évanouissaient. Je m'asseyais les mains croisées sous la table, attendant les moments appropriés pour parler, seulement pour voir mes mots disparaître sous des opinions plus bruyantes. La distance entre Chloé et moi s'est creusée parce que j'ai appris à ne pas interrompre, et elle n'a jamais appris à faire de la place pour quelqu'un d'autre. Ce qui aurait pu être une rivalité fraternelle normale s'est transformé en un déséquilibre silencieux qui a façonné les décisions que j'ai prises pendant cette période. Au fil des semaines, j'ai continué à assister aux séances avec Dr Sophie Leclerc, qui m'a guidé vers des opportunités de recherche et des essais personnels qui reflétaient ma propre voix plutôt que des récits opportuns. Elle m'a rappelé que le travail indépendant pouvait servir de base si la dynamique familiale rendait difficile de compter sur le soutien à la maison. Ces conseils ont influencé la façon dont j'abordais tout, des travaux de laboratoire aux horaires d'études, et sa confiance constante m'a donné un sens de l'orientation qui ne nécessitait pas de permission externe. J'ai réalisé que je pouvais avancer même lorsque personne à la maison ne remarquait l'effort. Chloé est devenue plus réactive à mesure que mes réalisations sont devenues plus difficiles à ignorer. Elle fronçait les sourcils quand je revenais des réunions avec de nouvelles idées, et elle interrompait les conversations lorsque quelqu'un faisait l'éloge de mon initiative.
Il est devenu clair que chaque pas que je faisais vers une carrière médicale menaçait l'image qu'elle avait d'elle-même. J'ai observé son inconfort se propager à travers des interactions ordinaires. Pourtant, je ne l'ai pas défié parce que je savais que me disputer ne ferait que renforcer sa conviction que nous étions des concurrentes plutôt que des sœurs. Au lieu de cela, j'ai gardé mes intentions secrètes, consciente que trop révéler inviterait la résistance. Au moment où l'idée de postuler à l'école de médecine a commencé à devenir tangible, j'avais appris à protéger mes choix. J'ai rempli les formulaires seul, suis resté tard à la bibliothèque sans mentionner la raison, et j'ai organisé les délais dans un cahier que je gardais à l'intérieur de mon sac à dos. J'ai senti une résolution tranquille s'installer dans mes pensées en réalisant à quel point l'élan pouvait me porter lorsque je ne cherchais pas l'approbation. Bien que le chemin à parcourir restait incertain, j'ai décidé d'avancer sans partager plus que nécessaire. Certains objectifs exigent le silence jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se tenir debout seul, et le mien avait finalement atteint ce point. Quelques mois plus tard, le rythme régulier des tâches quotidiennes est passé à une phase marquée par des décisions qui semblaient prendre plus de poids chaque semaine. Chloé a traversé les premières étapes de sa préparation avec une certitude qui n'a jamais faibli, car maman lui offrait un soutien ininterrompu à chaque étape. Elles révisaient ensemble les documents de pratique à la table à manger, et maman achetait des guides de test dans les jours suivant la mention de Chloé. Les conversations sur les frais de candidature ou les horaires de tutorat se déroulaient avec une aisance qui révélait à quel point le chemin s'alignait naturellement avec leurs attentes, et j'observais la routine à distance tranquille pendant que j'organisais mes propres responsabilités. Je m'occupais des listes d'épicerie pour les soirs où elles étaient toutes les deux occupées, et je travaillais des quarts de travail supplémentaires dans un café du campus pour couvrir l'inscription au programme préparatoire dont j'avais besoin pour ma candidature. Papa demandait occasionnellement si Chloé avait besoin de transport pour les sessions de révision, mais il ne s'arrêtait jamais assez longtemps pour considérer si mon emploi du temps exigeait une attention similaire. J'ai appris à gérer les obligations sans compter sur de l'aide parce que les demandes produisaient souvent plus de questions que de solutions. Équilibrer le travail et les cours exigeait une planification qui s'étalait sur des cahiers et des calendriers, et j'ai développé de nouvelles habitudes pour rester alerte pendant les heures tardives puisque les quarts de travail se terminaient près de minuit certains jours. L'effort a renforcé ma résolution plutôt que de l'affaiblir parce que chaque devoir complété démontrait que le progrès restait possible même lorsque le soutien venait d'une discipline interne plutôt que d'une réassurance externe. Pendant cette période, un ami à moi, Hugo Leroy, a remarqué à quel point je maintenais mon emploi du temps serré. Hugo avait une présence calme qui rendait les conversations difficiles gérables, et nos sessions d'études développaient un rythme naturel chaque fois que nous nous rencontrions dans le bâtiment du syndicat étudiant. Hugo n'insistait jamais pour obtenir des détails personnels sur Chloé ou l'atmosphère à la maison, mais encourageait une concentration constante pendant les après-midi où l'épuisement menaçait de ralentir mon rythme. Ces conversations créaient un espace pour des pensées qui restaient souvent inexprimées parce que Hugo reconnaissait la différence entre se défouler et la réflexion stratégique. J'ai trouvé du réconfort dans la cohérence de ces moments, et le soutien a fortifié ma concentration pendant les longues semaines de préparation. Après cette phase, Hugo a pris du recul et est revenu à des projets personnels, permettant à l'histoire d'avancer sans continuer ce rôle. Pendant ce temps, Chloé a commencé à poser des questions précises sur mes progrès avec un ton qui semblait désinvolte mais portait un sous-entendu indéniable. Elle a demandé combien d'écoles je prévoyais d'inclure, quel délai s'appliquait aux soumissions anticipées et si j'avais l'intention d'assister à certains ateliers. Quelque chose dans son expression s'aiguisait chaque fois que j'hésitais avant de répondre, et je sentais une pression qui n'avait que peu à voir avec un intérêt sincère. Ces questions ont façonné une frontière invisible entre nous, et l'atmosphère changeait chaque fois que je tentais d'expliquer que je préférais gérer mes préparations en privé. Chloé n'a jamais abordé le sujet directement. Pourtant, ses tentatives de recueillir des informations persistaient chaque semaine. L'intention derrière ces questions m'a appris à mesurer mes réponses avec soin, car partager des détails produisait rarement un dialogue constructif. J'ai ajusté ma routine pour protéger les informations, et j'ai créé des dossiers séparés sur mon ordinateur portable contenant des brouillons d'essais et des listes de réalisations personnelles. Les mots de passe changeaient régulièrement, et je vérifiais les historiques de navigation pour m'assurer que personne n'accédait aux fichiers sans permission. Je transportais des documents essentiels sur une clé USB qui restait clipsée à l'intérieur d'un compartiment zippé dans mon sac à dos. Ces petites précautions ont renforcé ma conscience de la vulnérabilité des documents académiques lorsque la curiosité dépassait les limites saines. Le silence est devenu une stratégie qui m'a permis de progresser sans me sentir exposé. Et la décision a restauré un sentiment de contrôle qui s'était érodé dans des circonstances antérieures. Tout au long de cette période,
Dr Sophie Leclerc m'a initié à des techniques qui protégeaient les fichiers numériques, y compris des moyens de suivre les tentatives de connexion inhabituelles et d'identifier les altérations dans les formulaires en ligne. Elle a souligné l'importance de la vigilance lors du travail au sein de systèmes qui hébergeaient des informations confidentielles, et ses conseils ont éclairé les lacunes dans ma compréhension des pratiques de sécurité de base. Nous avons examiné ensemble les plateformes de soumission, et elle a démontré des indicateurs subtils qui signalaient une activité non autorisée. J'ai appliqué chaque méthode sans attirer l'attention sur les changements, et j'ai affiné des habitudes qui garantissaient que mes documents restaient intacts. Son soutien a façonné une structure protectrice qui entourait mes efforts, et son instruction a élevé ma confiance dans la gestion des responsabilités académiques et des subtilités des limites personnelles. Au moment où les délais anticipés approchaient, le contraste entre la préparation de Chloé et la mienne s'était cristallisé. Elle s'épanouissait sous un renforcement constant à la maison, tandis que je renforçais ma résolution grâce à un travail autonome façonné par la nécessité plutôt que par la préférence. La discipline tranquille qui définissait mon chemin portait un poids que personne d'autre ne semblait remarquer. Pourtant, je sentais l'élan se construire. Chaque étape franchie confirmait que la persistance pouvait se développer à huis clos, et j'ai adopté le principe selon lequel un progrès significatif prospère dans le silence lorsque la fondation reste protégée de toute interférence. 3 semaines avant la publication des décisions, la fondation de mes efforts s'est effondrée sous moi d'une manière qui semblait à la fois abrupte et étrangement calculée. Je me suis connecté au portail de candidature après avoir terminé une longue session d'études, ne m'attendant à rien de plus qu'à un coup d'œil de routine à ma liste de contrôle. Pourtant, l'écran s'est figé alors qu'une alerte clignotait sur le tableau de bord. Mon dossier apparaissait comme incomplet, et plusieurs documents que j'avais téléchargés des mois auparavant ne montraient plus aucune trace d'avoir existé. Le choc silencieux qui s'est abattu sur moi était plus lourd que la panique, car il signalait le début de quelque chose que j'avais soupçonné, mais que je n'aurais jamais cru atteindre cette ampleur. J'ai tenté de recharger la page plusieurs fois, espérant que le système connaissait un simple retard, bien qu'une certitude inquiète continuait de se resserrer dans ma poitrine. Lorsque les sections manquantes sont restées inchangées, j'ai contacté le support technique et expliqué ce que j'avais remarqué sans laisser la peur dicter mon ton. Ils m'ont invité à rester en ligne pendant qu'ils extrayaient les journaux d'accès, et le léger clic à leur bout créait une tension qui étirait chaque seconde au-delà de la raison. Après une brève pause, le technicien m'a informé qu'une connexion avait eu lieu à partir d'un appareil qui ne correspondait à aucun de mes identifiants matériels enregistrés, et l'horodatage s'alignait presque parfaitement avec le moment où mes documents avaient disparu. La confirmation a frappé avec une clarté qui m'a forcé à reconnaître la possibilité que quelqu'un ait délibérément ciblé mon dossier. J'ai ressenti une vague de froide suspicion avant même de consulter mes messages, presque comme si mon esprit avait atteint la conclusion avant que la preuve n'apparaisse. Lorsque j'ai ouvert mon téléphone, une nouvelle notification attendait en haut de l'écran, et mon souffle s'est coupé à l'instant où j'ai reconnu l'expéditrice. Chloé avait écrit un seul message, et ces mots ont frappé avec la précision d'une confession: j'ai supprimé ta candidature à l'école de médecine. Maintenant, tu ne peux plus rivaliser avec moi. J'ai lu la phrase 2 fois, stupéfaite par la facilité avec laquelle elle admettait son implication, bien que la franchise de sa formulation m'ait plus profondément troublé que le vol lui-même. Je me suis forcé à rester calme parce que les réactions émotionnelles ne restaureraient pas les documents perdus. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler tous les enregistrements que je pouvais trouver, en commençant par les journaux d'accès que le support technique m'a immédiatement envoyés par courrier électronique après notre appel. J'ai enregistré des copies dans plusieurs dossiers, je les ai cryptés et j'ai créé une carte chronologique de chaque modification apportée à mon fichier au cours du mois précédent. Le schéma est devenu alarmant de clarté à mesure que j'organisais les données dans une chronologie cohérente, révélant des suppressions intentionnelles plutôt que des erreurs système. Chaque détail a renforcé ma résolution, et la détermination tranquille qui s'est installée en moi était très différente de la peur. C'était comme le moment où un déséquilibre de longue date a finalement exigé la responsabilité. Une fois que j'avais compilé le tout dans un résumé cohérent, j'ai rédigé un rapport formel adressé au comité des admissions. J'ai inclus le message de Chloé, les horodatages de l'accès non autorisé et la documentation complète fournie par le support technique. La rédaction du rapport a exigé une concentration immense parce que je comprenais que toute ambiguïté pouvait affaiblir le dossier. Pourtant, la clarté des preuves a créé une structure qui a guidé mes mots avec une constance inattendue. Lorsque j'ai appuyé sur soumettre, je me suis accordé un seul moment pour reconnaître le poids de ce que j'avais fait, consciente qu'exposer la vérité pourrait altérer ma relation avec Chloé pour toujours. Après avoir envoyé le rapport,
Je me suis assise en silence tandis que la possibilité d'un échec dérivait dans mon esprit avec une lourdeur qui se sentait presque physique. J'avais passé des années à me préparer à ce chemin, façonnant chaque décision autour d'un avenir que je voulais atteindre par la résilience plutôt que par la rivalité. L'idée que tout cela puisse s'effondrer parce que Chloé considérait mon ambition comme une menace m'a forcé à confronter les limites du lien que nous partagions autrefois. Je me suis rappelé que protéger mon travail n'était pas un acte d'agression, mais un acte de préservation, et la distinction m'a permis de respirer à nouveau, malgré l'incertitude qui s'étendait devant moi. J'ai terminé la nuit en sachant que le résultat pourrait rester hors de mon contrôle. Pourtant, j'ai refusé de céder le récit de mes efforts à quelqu'un qui croyait que le sabotage pouvait façonner sa victoire. La peur est restée, bien qu'elle se tenait à côté d'une conviction croissante que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour défendre les années que j'avais investies. 2 jours après avoir soumis mon rapport, un appel est arrivé qui portait un poids que j'ai ressenti immédiatement, même avant de répondre. Le ton de la doyenne était calme mais incontestablement résolu, et j'ai réalisé qu'il n'aurait pas contacté directement à moins que l'enquête n'ait déjà atteint sa conclusion. J'ai surveillé ma respiration pendant qu'ils expliquaient que chaque point d'entrée dans le système avait été examiné avec une attention méticuleuse, et leur conclusion ne laissait aucune place à l'incertitude concernant ce qui était arrivé à mon dossier de candidature. La doyenne a commencé par déclarer que les journaux révélaient la chronologie complète de l'activité non autorisée, y compris les emplacements spécifiques et les appareils impliqués dans chaque tentative. Quand ils ont prononcé les mots, nous avons vérifié les journaux du système. Vous avez été accepté avec une bourse complète. J'ai senti une vague d'incrédulité me traverser parce que j'avais passé des jours à me préparer à un résultat façonné par le sabotage plutôt que par le mérite. La doyenne m'a accordé un moment de calme, puis a continué avec une phrase qui a frappé avec une force à laquelle je ne m'étais pas attendu, disant « Votre sœur est mise sur liste noire par toutes les écoles de médecine, avec effet immédiat. » J'ai fermé les yeux alors que mes pensées essayaient de concilier le soulagement de la validation avec la tristesse de savoir jusqu'où Chloé était allée et à quel point les conséquences étaient désormais irréversibles. La doyenne a décrit comment leur équipe a retracé l'accès non autorisé à un point d'accès Wi-Fi enregistré au nom de Chloé, et chaque tentative s'alignait parfaitement avec les périodes où mes documents commençaient à changer ou à disparaître. Ils m'ont informé que son statut avait changé au moment où la preuve était vérifiée, ce qui incluait l'annulation automatique de son acceptation dans leur programme préparatoire. Quelques heures plus tard, la nouvelle m'est parvenue que l'offre de Chloé avait été révoquée au milieu d'un événement de réseautage auquel elle assistait avec la confiance de quelqu'un convaincu que son avenir était assuré. J'ai imaginé son expression lorsque des membres du personnel lui ont demandé de s'écarter. Et bien que je n'ai ressenti aucune satisfaction dans son humiliation, je ne pouvais ignorer le fait que ses choix l'y avaient mené sans hésitation ni retenue. Les conséquences auxquelles elle était confrontée n'avaient plus rien à voir avec moi et tout à voir avec les décisions qu'elle croyait avoir le droit de prendre. Maman a réagi avec une indignation féroce une fois que la nouvelle l'a atteinte, insistant sur le fait que j'avais dû manipuler la situation ou exagérer mes affirmations pour détruire les chances de Chloé. Elle a exigé des explications que je ne me sentais plus obligé de donner, tandis que papa essayait de la calmer et l'exhortait à considérer que mes preuves avaient parlé d'elles-mêmes. Ces tentatives n'ont pas réussi à ébranler sa conviction, et j'ai écouté en silence alors qu'ils se disputaient tous les deux en arrière-plan, réalisant que leur conflit n'avait rien à voir avec la vérité et tout à voir avec la loyauté qu'ils avaient réservée à une seule fille. J'ai terminé la journée avec une étrange sensation de calme parce que la vérité avait finalement été prononcée à voix haute par ceux qui avaient l'autorité de voir l'image complète. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids sur mes épaules commencer à changer de forme plutôt que de s'alourdir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de comprendre la forme de ma nouvelle réalité. L'enquête était close. Pourtant les conséquences continuaient de se dérouler d'une manière à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Chloé a eu du mal à trouver des opportunités n'importe où près du domaine pour lequel elle s'était jadis déclarée destinée. Et chaque rejet portait la même raison cachée entre les lignes. Les programmes n'étaient pas disposés à ignorer une violation liée à l'intégrité académique, et sa frustration devenait plus vive chaque fois qu'elle essayait de convaincre les autres qu'elle avait été lésée. Observer cela à distance semblait surréaliste parce que le résultat auquel elle faisait face était créé par des choix qu'elle avait faits avec une confiance absolue. Maman a refusé d'accepter toute explication même si elle avait déjà examiné la documentation envoyée par l'école. Sa certitude que j'avais tout manipulé est restée inébranlable, et chaque conversation avec elle est devenue un cycle d'accusations qui refusait d'évoluer. Elle insistait sur le fait que les familles devraient se protéger mutuellement. Pourtant, sa définition de la protection avait toujours été étendue pour ne couvrir qu'une seule personne.
Écouter sa voix osciller entre la déception et la colère m'a rappelé chaque moment où elle s'attendait à ce que je reste silencieuse pour maintenir une image qui ne m'appartenait jamais. Papa a pris contact plus souvent, et bien que ses intentions soient plus douces, la distance entre nous s'était élargie d'une manière qu'aucun de nous ne savait comment combler. Il s'est excusé de ne pas avoir vu la situation clairement, mais les excuses seules ne pouvaient pas démêler le schéma de silence qui avait façonné notre famille pendant des années. J'ai senti qu'il voulait que je rentre à la maison ou que je permette aux conversations de revenir à leur ancien rythme. Pourtant, faire cela signifierait accepter le même déséquilibre qui m'a mise de côté pendant si longtemps. J'ai répondu à ses appels avec patience, mais chaque échange me rappelait à quel point je m'étais déjà éloigné de cet environnement. J'ai emménagé dans un petit appartement près de l'hôpital universitaire de Lyon à l'approche du semestre. L'espace semblait peu familier au début, pourtant il représentait un commencement entièrement construit à partir de ma propre persévérance plutôt que de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai organisé mes manuels, arrangé mon emploi du temps et je me suis permis d'imaginer un avenir défini par l'effort plutôt que par la rivalité. Me préparer pour l'orientation m'a donné un sentiment de stabilité parce que le travail à venir s'alignait enfin avec tout ce que j'avais espéré poursuivre sans interférence. Un long message de Chloé est apparu sur mon téléphone un soir. Elle écrivait sur son regret, sa colère envers les conséquences auxquelles elle faisait face maintenant, et sa conviction que je devrais comprendre pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait. La lecture de ces mots a remué un mélange compliqué d'émotions. Pourtant, je savais que répondre ne ferait que rouvrir des conflits qui ne menaient jamais nulle part de significatif. Le silence est devenu ma décision, non par rancune, mais par la compréhension que répéter de vieilles disputes ne ferait que nous lier toutes les deux à un passé qui avait déjà révélé sa vérité. Alors que la semaine s'installait dans quelque chose de plus stable, j'ai réalisé qu'aller de l'avant exigeait de moi que je protège les progrès pour lesquels j'avais lutté. La distance avec ma famille n'était pas une évasion, mais une limite attendue depuis longtemps. Et pour la première fois, je me suis senti libre de façonner une vie sans attendre leur permission. Juste avant le début du semestre, j'ai fait le choix final qui se formait tranquillement en arrière-plan. J'ai réalisé que la seule façon d'entrer dans ce nouveau chapitre avec clarté était d'éliminer le bruit émotionnel qui avait obscurci ma vie pendant beaucoup trop longtemps. Couper le contact avec maman et Chloé n'était pas une réaction impulsive, mais le résultat de moi passé à comprendre à quel point leurs attentes avaient façonné mon sentiment de valeur. J'ai supprimé leur numéro, mis en sourdine chaque fil qui manquerait au conflit que je n'avais jamais créé, et je me suis accordé un silence qui semblait peu familier mais nécessaire. Papa a écrit une lettre quelques jours plus tard. Son écriture portait une hésitation que j'ai reconnue instantanément, et ses mots reflétaient une tristesse que je savais réelle. Il souhaitait que les choses se soient déroulées différemment, et a admis qu'il craignait que la distance entre nous ne se durcisse en quelque chose de permanent. La lire m'a laissé avec une lourdeur qui ne ressemblait pas à de la culpabilité, mais plutôt au chagrin tranquille de laisser partir quelque chose qui avait été fragile pendant des années. J'ai gardé la lettre dans un tiroir, non pas pour revisiter le passé, mais pour reconnaître que certaines connexions nécessitent de l'espace avant de pouvoir devenir saines. Vivre seul m'a donné la chance d'observer à quelle fréquence je m'étais douté de moi-même dans le passé. J'ai commencé à voir que la force que je portais venait non pas de l'approbation, mais de la persistance née dans la solitude. J'ai compris que ma résilience n'avait jamais été une coïncidence. Chaque nuit, j'ai examiné les documents d'études préparés pour les premières sessions d'orientation et je me suis rappelé que mon chemin n'avait plus besoin de se mesurer au progrès de qui que ce soit d'autre. Il y a eu des moments où des souvenirs refaisaient surface et je me demandais si un choix différent aurait pu changer le résultat. Pourtant, je suis toujours revenu à la même compréhension, le compromis ne fonctionne que lorsque les deux parties veulent la guérison. Et rien au cours des derniers mois n'a montré une quelconque volonté de maman ou de Chloé d'examiner le mal qu'elles avaient créé. Protéger mon avenir ne m'a pas rendu déloyal. Cela m'a rendu honnête quant à ce que je ne pouvais plus endurer. Alors que le jour de l'orientation approchait, j'ai ressenti un sentiment de stabilité qui m'a surprise. L'incertitude qui façonnait autrefois mes décisions n'avait plus de pouvoir. J'ai marché dans l'appartement, révisant les horaires, imaginant les couloirs de l'école de médecine et me permettant de me représenter une vie définie non par le conflit, mais par le but. Pour la première fois, j'ai ressenti la liberté d'un commencement qui ne portait pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Avec le recul, j'ai compris que partir n'était pas un acte d'abandon. C'était la clarté. C'était la survie. C'était la reconnaissance que s'éloigner peut parfois être le seul chemin pour devenir celle que vous êtes destiné à être. Cette expérience m'a appris que protéger votre paix n'est pas égoïste.
C'est une responsabilité que vous vous devez lorsque ceux qui vous sont les plus proches refusent de reconnaître l'impact de leur choix. La distance peut révéler des vérités que la loyauté cache souvent. Et s'éloigner n'efface pas l'amour. Cela le redéfinit simplement d'une manière plus saine. Parfois, la décision la plus forte que vous puissiez prendre est celle qui vous libère des cycles qui n'étaient jamais censés continuer. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Votre temps et votre attention signifient plus que je ne peux l'exprimer, et j'espère que mon expérience offre quelque chose de précieux pour votre propre parcours. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions, surtout si vous vous êtes déjà éloigné pour protéger votre avenir. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions continuer cette conversation ensemble.